Et on accueille donc Corinne Narassiguin, bienvenue. Bonjour. Bonjour Merci Corinne. pour ton temps d'être venue jusqu'ici. Voilà. Et donc du coup, on t'accueille à notre plateau pendant une petite pause de l'hémicycle. Oui. Ils sont en discussion générale. Là, oui, voilà, c'est ça, pendant que les différents partis interviennent, etc. Est-ce que du coup, tu peux te présenter? Oui, donc je suis Corinne Narassiguin, je suis sénatrice de Seine-Saint-Denis et je suis aussi secrétaire nationale à la coordination et aux moyens du parti depuis quelques années maintenant. C'est ça. Et particulièrement mobilisée également sur les thématiques de la Nouvelle-Calédonie. Absolument. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que aussi on voulait revenir sur ce sujet-là, puisqu'on parle des Outre-mer, puisque ma foi, il y a eu quand même pas mal d'actualités et c'est un sujet dont on entend un petit peu moins parler aujourd'hui dans les médias, etc., mais qui reste quand même assez saisissant. Donc est-ce que tu peux nous faire un petit point? Malheureusement, la Calédonie, on entend parler dans les médias nationaux quand les choses vont très très mal. C'est ça. Et donc, ça a fait irruption dans la vie de tout le monde le 13 mai 2024, quand il y a eu cette explosion de violence. Moi, je suis effectivement, je fais partie d'un petit groupe de sénateurs socialistes qui suivons de près le dossier, avec le président du groupe Patrick Kanner, avec Rachid Temal, qui est aussi notre chef de file sur la commission des affaires étrangères et de la défense, et avec Viviane Artigalas, qui est à la délégation aux Outre-mer. Et donc, on fait partie de ce qu'on appelle le groupe de contact. Et il se trouve que moi, parce que je suis la seule de ce groupe, en plus être à la commission des lois, donc en général, les textes législatifs de la Nouvelle-Calédonie passent par la commission des lois. Et donc, généralement, c'est moi qui suis chef de file sur les sujets de Nouvelle-Calédonie pour le groupe. Et donc, à ce titre, j'avais travaillé sur les propositions de loi organiques et propositions de loi constitutionnelles qui avaient été votées en début d'année 2024. Et on avait mis en garde sur le fait que ces projets de loi étaient potentiellement facteurs de troubles parce que la méthode était mauvaise. C'est-à-dire que les objectifs qui étaient le premier projet de loi qui était de reporter les élections, on était d'accord parce qu'on savait qu'on n'était pas en capacité d'organiser les élections. On savait qu'il y avait un problème avec le corps électoral. Pour vous expliquer un petit peu, il y avait des élections provinciales. Donc la Nouvelle-Calédonie s'est organisée depuis les accords de Nouméa en 3 provinces. Et donc, on élit, on a des élections comme on va avoir des élections régionales en Hexagone ou dans les Outre-mer, dans les autres territoires d'Outre-mer. Et elle devait avoir lieu l'année dernière, au printemps dernier. Mais sur un corps électoral qui en fait est figé, gelé dans la Constitution depuis une révision constitutionnelle de 2007. Et c'est un corps électoral qui a été défini au lendemain des accords de Nouméa en 1998. Donc imaginez le nombre de personnes qui sont exclues et qui potentiellement seraient légitimes à demander à être inclus dans ce corps électoral. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, du coup, le corps électoral qui est figé, si on veut vulgariser, ça veut dire qu'en gros, toutes les personnes qui sont arrivées après 1998 ne peuvent pas voter. Et déjà, c'était encore... C'est un peu compliqué la Nouvelle-Calédonie. Il y a 3 corps électoraux différents. Il y a un corps électoral qui est le corps électoral pour voter pour les élections présidentielles, les élections législatives. Et donc qui est le corps électoral qui est défini de la même manière que partout en France. Et donc il suffit d'être résident et être français bien sûr et résident. Et puis on peut voter. Et puis il y a un autre corps électoral qui est lui réservé au vote de référendum, qui a un corps électoral plus restreint. Et qui donc demande à ce qu'on ait un lien fort avec le territoire, qui n'est pas juste on est de passage, on vit là quelques mois et on a le droit de vote. Ce qui est un peu normal, parce que si on veut pouvoir voter sur l'avenir, l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, ça paraît normal qu'on ait des critères plus exigeants. Et puis ils avaient créé un 3e corps électoral pour ces élections locales. Et là, de la même manière, l'idée c'était aussi qu'il fallait avoir aussi un ancrage aussi assez fort pour pouvoir voter sur la vie de tout ce qui impacte la vie locale. Mais à cause de ce gel, en fait, ce corps électoral était devenu encore plus restreint que le corps électoral pour les référendums, ce qui commençait à devenir problématique. Et puis donc le Conseil constitutionnel avait déjà indiqué en réalité que on pouvait,
ça allait poser problème. Donc c'est le Conseil d'État plutôt qui avait mis en garde sur le fait que ça ne devenait pas constitutionnel de garder ce corps électoral. Donc c'est pour cette raison, on était pour le report des élections. Par contre, on était contre le projet de loi constitutionnelle qui modifiait le corps électoral. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il faut le modifier, mais le corps électoral, ce n'est pas juste une question technique. Le corps électoral, comme je l'ai dit, c'est définir qui peut choisir, qui peut prendre des décisions pour le territoire. Et donc, ça veut dire que c'est lié à une conception de la citoyenneté calédonienne qui fait partie de ce processus de Matignon et de Nouméa, donc depuis les premiers accords de 1988 sous Michel Rocard, après les violences qui avaient commencé en 1986, même un peu avant. Et donc, c'est aussi cet engagement à construire une citoyenneté calédonienne et un destin commun dans un processus de décolonisation. Ouais. Et donc, ce n'est pas juste une question technique. Et donc, ça ne peut pas être quelque chose qui est imposé par le haut, bien sûr, hors de tout autre accord global sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, sachant qu'on a eu des référendums, 3 référendums, entre 2018 et 2021, et dont le dernier avait été d'ailleurs contesté par les Kanaks en particulier, les indépendantistes, parce que c'était la période Covid et qu'ils avaient demandé à ce qu'il ne soit pas organisé dans ces conditions. Et donc il y avait eu un boycott, et donc ils considéraient que le 3e référendum n'était pas valable. Et donc c'était déjà un climat extrêmement tendu à cause de cela. Et en plus, la méthode, elle a été perçue localement par les indépendantistes essentiellement, mais même aussi par une partie des loyalistes modérés, de ceux qui sont contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, veulent rester attachés à une pleine intégration de la Nouvelle-Calédonie dans la France, mais qui trouvaient que justement on sortait de la méthode qui avait justement fait ses preuves depuis tout le processus de paix en fait depuis 1988. Et parce qu'en réalité, il y avait quand même eu le sentiment qui était très fondé que le gouvernement écoutait uniquement les non-indépendantistes, les loyalistes et non-indépendantistes les plus durs. Et au point même où l'une d'entre eux avait été membre du gouvernement, ce qui était... et en plus, au ministère de l'Intérieur, chargé de la citoyenneté. Enfin, c'était quand même un très très mauvais signal politique qui avait été envoyé. En fait, les choses se sont plutôt bien passées, on va dire, quelle que soit leur orientation politique, jusqu'à Édouard Philippe. Parce que Matignon s'occupait du dossier avec une continuité, avec vraiment un souci du respect de ce processus. Et puis, après Édouard Philippe, Elisabeth Borne n'a pas voulu se charger du dossier. C'est d'abord Sébastien Lecornu qui l'a pris en charge, puis Gérald Darmanin. Et ça a été le désastre à partir de là, en fait. Parce qu'ils sont allés, et encore plus avec... ça a été déjà avec Sébastien Lecornu, c'est lui qui a fait organiser le référendum, le 3e référendum dans des conditions très contestées. Et ensuite, Gérald Darmanin, qui avait une approche beaucoup plus... coup de force ministre de l'Intérieur que ministre des Outre-mer, avec Matignon qui avait complètement démissionné, ne s'occupait plus du sujet. Et donc on est allé de mal en pis. Et nous, on avait prévenu l'année dernière, pendant la discussion du projet de loi constitutionnelle, on avait prévenu que cette méthode risquait de conduire à des violences. J'avais été en mars l'année dernière, très brièvement à Nouméa, dans une petite délégation sénatoriale, avec celui qui était à l'époque président de la commission des lois, François-Noël Buffet, qui a été un moment ministre des Outre-mer sous Michel Barnier, pas très longtemps, mais voilà. Mais ceci dit, le fait que c'était quelqu'un qui connaissait le sujet a permis de nouveau quand même un petit peu apaiser les choses. Philippe Bas, qui vient maintenant d'entrer au Conseil constitutionnel et qui, lui, suit le dossier calédonien depuis très longtemps et a une vraie expertise aussi sur le sujet. Et puis Philippe Bonnecarrère, qui maintenant est passé à l'Assemblée nationale et qui représentait le groupe centriste ici. Et donc c'était avec moi pour représenter le groupe socialiste, donc avec cette volonté quand même transpartisane, dans la continuité de missions d'information qui avaient été déjà conduites par le Sénat.
le Sénat est considéré en Nouvelle-Calédonie comme étant la chambre qui connaît suit de plus près le sujet de la Nouvelle-Calédonie. Et donc le fait qu'on se soit déplacé, même si c'était très court, pour les auditionner en amont de ce projet de loi constitutionnelle a été très apprécié. Et je crois qu'on a eu une sincérité dans les échanges qui nous a permis de sentir à quel point les tensions étaient fortes, qui fait que Philippe Bas, il s'est fait mettre en minorité après par son propre groupe, mais Philippe Bas avait essayé de désosser, on va dire, ce projet de loi constitutionnel, d'en faire quelque chose de quasiment vide, en fait, et il n'a pas réussi, malheureusement. Et puis, je suis bien désolée d'avoir eu raison sur le fait que ce passage en force a créé cette violence qui a montré en réalité que, en fait, et là, même les socialistes qui ont été au pouvoir doivent prendre leur part de responsabilité. En fait, pendant tout ce processus depuis 88 et encore plus après 98, évidemment, après les accords de Nouméa qui structurent beaucoup plus la suite du processus, on a beaucoup travaillé sur le transfert de compétences, sur la mise en œuvre des aspects institutionnels, des aspects économiques, même si énormément de problèmes économiques avec notamment la crise du nickel. Mais on ne s'est pas suffisamment occupé de la question sociale et de la jeunesse. Et surtout, on ne s'est pas posé la question de ce que voulait vraiment dire construire un destin commun, ce que voulait vraiment dire pour les Kanaks le processus de décolonisation. Ce que ça impliquait comme effort de la part de chacun et ce que ça voulait dire de construire une citoyenneté calédonienne. Et je crois que la manière dont les violences ont explosé de manière aussi forte et la difficulté qu'on a eu à reprendre le dialogue avec aujourd'hui une méfiance extrêmement forte entre les communautés, une défiance même et parfois encore même de la haine, ça ne vient pas de nulle part. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on avait poussés sous le tapis pendant trop longtemps. Et donc là, il faut rendre hommage. J'ai eu beaucoup de désaccords avec Manuel Valls ces dernières années, mais là, il faut reconnaître que le fait que ce soit un ancien Premier ministre qui faisait partie de ces Premiers ministres qui avait pris le dossier au sérieux quand il était à Matignon, qui donc connaissait le sujet, qu'en plus, il est ministre d'État. Donc même si le dossier n'est pas retourné à Matignon, là, en l'occurrence, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on a donc quelqu'un qui quand même a cette stature d'ancien Premier ministre, qui a des prérogatives fortes en tant que ministre d'État, qui a pris le dossier à bras-le-corps et avec ce souci de revenir à l'esprit rocardien et l'esprit de ce qu'a fait aussi Lionel Jospin en 98, vraiment de se remettre dans ces traces, dans ces pas-là, et de reconstruire le processus de dialogue avec un État qui est un État impartial, mais pas inexistant, impartial, mais actif. C'est-à-dire qu'il doit être là pour organiser le dialogue, pour s'assurer que tout le monde se parle, pour poser le cadre des discussions, pour poser des objectifs, pour donner tous les outils d'analyse institutionnelle qui permettent d'examiner toutes les différentes possibilités d'accord, et donc d'être un acteur qui propose, mais qui n'essaie pas d'imposer, et qui au contraire laisse les parties locales trouver le chemin de la convergence. Et du coup, là, c'est quoi les prochaines étapes dans ce cas, en termes de calendrier, puisque, comme on le disait, en termes d'actualité dans la presse, on n'entend plus trop parler. Mais donc, du coup, tu as peut-être un peu plus de visibilité sur le sujet. Oui. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et comment ça s'annonce pour la fin d'année, du coup? Il y a eu une première série de rencontres en février à Paris. En fait, à peu près tous les acteurs calédoniens, représentants des partis politiques, représentants des groupes au Congrès, membres du gouvernement calédonien, sont venus à Paris et pour des rencontres bilatérales avec le ministre ici, et par la même occasion, ils ont aussi rencontré pas mal des parlementaires, donc moi j'en ai vu beaucoup, notamment avec Patrick Caner, pour donc des parlementaires qui s'occupent plus directement du dossier calédonien, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Et pour nous, à l'Assemblée nationale, chez les socialistes, c'est Arthur Delaporte qui suit ce dossier de très très près. Et donc ce premier défrichage, cette première série de discussions bilatérales a permis, je crois, au ministre de bien comprendre
quel était l'état d'esprit de chacun, quelles étaient leurs attentes, quels pouvaient être encore les points de blocage pour que les uns et les autres acceptent de se parler, parce que c'était vraiment ça le sujet, qu'ils se retrouvent tous autour de la même table. Oui, parce déjà. que même s'il y avait eu des initiatives transpartisanes, il faut bien le dire, il y a eu des initiatives transpartisanes. Le gouvernement est collégial, donc ils sont déjà obligés de tous se parler, mais surtout au Congrès, il y avait eu des initiatives transpartisanes au Congrès pour proposer un plan de redressement économique, parce qu'il y a eu une dévastation terrible après avec les émeutes. Ouais. Et donc un plan de redressement économique et de réponse aux urgences sociales. Mais ils n'étaient pas capables de rester autour de la même table pour parler, reprendre le dialogue sur les questions institutionnelles. C'était trop difficile. Et donc, c'était important c'est pour ça que c'était important d'avoir de nouveau l'État qui joue ce rôle d'acteur impartial. Et donc, ensuite, Manuel Valls est allé en Nouvelle-Calédonie, il est revenu ce week-end. Il a passé plusieurs jours où là, il a réussi à mettre tout le monde autour de la table pour rendre compte de tout ce qu'il avait entendu et leur proposer là de tous se mettre autour de la même table et de discuter. Et donc, ils ont réussi à avancer et à poser au moins le cadre le cadre assez global de ce qui pourrait être un accord, c'est-à-dire les éléments qui devraient être traités dans un accord, les différentes options possibles. Donc, pour chacun de ces sujets, et se mettre d'accord un peu sur une méthode pour continuer à avancer, sachant qu'on a quand même un sujet qui est que là, on est quand même à la limite de ce qu'on peut faire en termes de report des élections. Les élections ont encore été reportées grâce à une proposition de loi organique socialiste à la rentrée. Et donc, donc, le premier report, c'était donc pour décembre de l'année dernière. Là, on a reporté à novembre de cette année. C'est vraiment le plus qu'on peut faire sans trop chambouler. Voilà, donc il faudrait, on va avoir un problème constitutionnel. Il y a une échéance, oui, c'est ça, il y a une échéance constitutionnelle où il y a oui, parce que sinon, c'est normal. Imaginez que là, pour X raisons, parce qu'on a une nouvelle épidémie ou je sais pas quoi, on décide qu'on reporte de nouveau. Là, par exemple, regardez, les élections régionales, elles sont déjà un an de plus. Parce que normalement, elles devraient avoir lieu en 2027. À cause des élections présidentielles et législatives qui ont lieu en 2027, ils ont déjà un mandat de 7 ans au lieu de 6. Et donc, c'est 2028. Imaginez qu'il se passe un truc et qu'on décide qu'en fait, on reporte encore les élections de 6 mois. Et puis, il se passe encore autre chose. Et au bout d'un moment, on dit, bah non, ça fait 9 ans qu'ils sont là, et ça devrait être un mandat de 6 ans. Ça ne va pas, quoi. Voilà. Mais là, il y a un problème de démocratique. Il y a un problème démocratique. Donc là, c'est pareil. Il y a aussi, en plus des élections municipales, ils sont dans le même rythme que nous. Donc, on a des élections municipales organisées en 2026 après. Donc, il faut que les choses puissent s'enchaîner. Et donc, il y a à la fois un besoin d'avoir un accord suffisant pour pouvoir faire un changement constitutionnel sur le corps électoral, pour pouvoir organiser les élections. Et à la fois, il y a un souci que je suis heureuse de voir que le ministre partage aujourd'hui, qui est justement de ne pas retomber dans les écueils de l'année dernière et de ne pas mettre la pression en mettant un calendrier trop dur et avec la menace que s'ils ne se mettent pas d'accord, on va leur imposer une solution. Et donc là, je pense qu'on est dans la bonne méthode. Je pense que chacun est conscient des contraintes de calendrier. Et donc j'espère effectivement qu'on aura suffisamment avancé d'ici fin mars pour être en capacité de proposer un calendrier en tout cas. Voilà, d'organiser des élections et tout ça dans le cadre de la mise en place d'un accord global qui fait qu'on rentrerait dans un processus, un nouveau processus post-accord de Nouméa en fait. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, du coup le corps électoral qui est la question de désaccord, comment est-ce que ça va être tranché? Ça fait partie des sujets qui ont été mis sur la table. C'est-à-dire qu'il y a le sujet du lien avec la France. Donc c'est quoi le statut de la Nouvelle-Calédonie par rapport à la France? Il y a le sujet de la citoyenneté calédonienne, que ce soit justement à l'intérieur d'une citoyenneté française ou complètement en dehors, mais il y a le sujet d'une citoyenneté calédonienne et lié à ça, la question du corps électoral, voire des corps électoraux, puisqu'il y en a 3. Et puis, il y a la question du coup plus institutionnelle de l'organisation du territoire global. Est-ce qu'on fait évoluer la composition du Congrès? Et là où ils se sont mis d'accord quand même tous, et c'est ça qui est important,
c'est qu'ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il y a besoin que l'accord prenne en compte une période de stabilité, une période où on reconstruit les choses, on ne va pas se précipiter pour essayer d'organiser un nouveau référendum, on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on lance un processus de reconstruction, de stabilité, de transfert de compétences si besoin, etc. Et qui permettent de consolider les choses et d'avoir des vrais programmes aussi qui sont mis en place, en particulier vis-à-vis de la jeunesse, pour qu'ensuite, cette fois-ci, on sorte par le haut d'un possible nouveau référendum. Trop bien, merci beaucoup Corinne, c'était hyper complet. Pour ceux qui se posaient des questions sur la Nouvelle-Calédonie, c'est une séquence qu'on va récupérer, je pense, pour en faire des petites capsules vidéo parce que c'était très complet et très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps. Merci, on va te laisser rendre le micro.